Bonjour à toutes et à tous. Ah bah oui, oui, je confirme. C'est aujourd'hui la présentation de notre projet commun avec toutes mes têtes de liste dans les arrondissements. Ce projet, vous le connaissez dans les grandes lignes, puisque j'y travaille depuis plus d'un an. C'est un projet pragmatique, de bon sens, ancré dans la réalité des Parisiens. Je l'ai construit dans la clarté. Je ne pense pas qu'on rassemble avec de l'eau tiède. J'ai un discours de vérité. Depuis que je suis entrée en campagne, je tiens ce discours de vérité, sans tabou sur Paris, sur les sujets qui préoccupent les Parisiens. Je parle de sécurité, ce ne doit pas être un tabou. Devrait-on taire les trafics de drogue de la rue de l'Orillon dans le 11e arrondissement ou des cages d'escalier de la Cité des Envierges dans le 20e arrondissement? Devrait-on taire également la prostitution sur les paliers de la Tour Mantoue dans le 13e arrondissement? Et devrait-on se résoudre à ce que le boulevard Ney, les familles partagent leur square avec des crackers? Je parle de logement social sans céder à un discours de charité, de complaisance. Le logement social, j'y suis toutes les semaines. Et personne ne réfute ce que je dis sur l'état de délabrement du parc. Parce que c'est la réalité, dans les nombreux ensembles que j'ai pu visiter. La résidence Calberson, la cité Rosa Parks, la cité Érard Charenton, les grands ensembles de la rue d'Aubervilliers, pour n'en citer que quelques-uns. Je parle de l'abandon des familles, c'est juste dire une réalité que personne ne peut nier. La gauche a commencé à casser la politique familiale universaliste au niveau national. Madame Hidalgo a achevé de le faire au niveau parisien. Je suis d'autant plus à l'aise à le dénoncer que je suis une enfant des cités ouvrières communistes. Je sais comment la gauche a pu accompagner les familles, et notamment les classes populaires. Mais ça, il y a longtemps. Je sais aussi comment elle les a trahis aujourd'hui. Je connais la réalité des Parisiens. Je serai leur mère de leur quotidien. Avant de promettre de grands projets qui ne verront jamais le jour, revenons déjà aux fondamentaux et au rôle du maire tel qu'il est défini dans le Code des communes. Le maire se doit d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Je ne vous ai pas demandé de venir pour dresser un catalogue de mesures. Ce ne sont pas les mesures individuellement qui ont un sens. Je suis venue vous parler de ma méthode. Ma méthode, c'est de généraliser ce que j'ai pu expérimenter et faire ce qui a fait la preuve de son efficacité. Comme maire du 7e, j'ai un bilan. Comme ancien magistrat, ancien garde des Sceaux, ancien parlementaire européen, j'ai une expérience, une connaissance de la politique pénale. Et comme ancien parlementaire européen, j'ai vu ce qui se faisait dans d'autres villes européennes. Je ne vous propose pas des belles idées sur le papier, mais qui ne se concrétiseront jamais sur le terrain. Je vous propose de généraliser des mesures qui ont fonctionné. Je prendrai 2 exemples. Vous le savez, les chantiers, les travaux sans fin ont rendu la vie impossible aux Parisiens ces dernières années. La solution à ce type de nuisance existe. Je l'ai fait dans le 7e arrondissement. Je demande au service de la voirie de me transmettre un calendrier prévisionnel détaillé par quartier pour articuler tous les chantiers entre eux et qu'ils n'interviennent pas en même temps. J'informe les riverains. Je fais respecter le planning de chantier en saisissant, cas échéant, le tribunal pour faire appliquer des pénalités en cas de dépassement des délais. 2e exemple, l'adjoint aux victimes. Lorsque j'étais garde des Sceaux, j'ai créé le juge des victimes parce qu'on se concentre toujours sur les auteurs des crimes et délits et on oublie presque toujours la victime. Je souhaite créer un poste d'adjoint en charge des victimes au niveau de la mairie centrale et dans les arrondissements qui sera chargé d'accompagner ces victimes tant sur le volet procédural que sur le volet psychologique. Il aura les moyens de mes ambitions. Je lui déléguerai l'attribution des subventions dédiées aux associations d'aide aux victimes. Ma méthode, c'est ensuite de concerter et de réconcilier.
Anne Hidalgo a monté les Parisiens les uns contre les autres. L'espace public est devenu une zone de lutte où chacun s'affronte. Le vélo contre la voiture, le piéton contre la trottinette. Il ne s'est jamais créé autant de collectifs de riverains en contestation au projet de la ville que sous les 2 dernières mandatures. Les Parisiens ont eu le sentiment que la ville se faisait sans eux et même contre eux. Le Paris d'Anne Hidalgo, c'est le Paris du plus rien en commun. Cela ne peut plus durer. Je veux remettre de la concertation, du dialogue dans l'élaboration de tous les projets parisiens, comme je le fais dans le 7e arrondissement. Et pour cela, je donnerai un rôle central aux maires d'arrondissement. Parce que les maires d'arrondissement connaissent leur territoire, parce qu'ils sont les premiers interlocuteurs des habitants. Ils seront notamment le rouage pour organiser la concertation avec les Parisiens dans le cadre du schéma global de mobilité, qui est un point majeur de mon programme. Ma méthode, c'est la transparence, la lisibilité de mon action. Je dirai ce que je fais et je ferai ce que je dis. La transparence sera un gage du lien de confiance que j'établirai durablement avec les Parisiens. Ce sera aussi un outil d'évaluation de mon action. Vous le savez, je l'ai dit, la sécurité est ma priorité. J'ai déjà annoncé des mesures fortes, vous les connaissez. Une police municipale armée, un schéma d'organisation globale avec des antennes de police municipale au niveau de l'arrondissement, complété d'un dispositif de vidéoprotection pour surveiller, traquer les délinquants et assurer la suite de certaines procédures pénales. Pour évaluer l'efficacité de cette action qui sera mise en place, je présenterai de manière trimestrielle l'évolution du taux de criminalité et le taux d'élucidation et des crimes et délits par habitant. Ce sera fait en Conseil de Paris et en Conseil d'arrondissement. J'imposerai la même transparence et la même clarté en matière de suivi budgétaire. Je lancerai un audit des comptes dès mon arrivée à la ville de Paris. Il nous permettra d'avoir une image sincère des finances de la ville telles qu'elles sont aujourd'hui, mais aussi avec tout ce qui est dans les cartons en termes de dépenses nouvelles, que nous n'avons pas encore vu émerger, mais qui correspond à des décisions déjà prises par l'exécutif actuel. À partir de là, je mettrai en place un tableau de bord de suivi budgétaire permettant aux Parisiens et aux élus de suivre de manière actualisée et en toute transparence notre utilisation des deniers publics et l'évolution de notre action. Je partagerai avec les Parisiens un état d'avancement régulier sur les actions réalisées, les actions en cours et les actions à venir. Enfin, je serai le maire du détail, plus que des grands projets. Paris est une ville lumière. Paris est un grand projet en soi. Mais le problème est que Paris décline aujourd'hui dans chacun de ses détails. Or, une ville est belle dans ses détails. Je prendrai soin de chaque détail. C'est l'ascenseur du logement social qui sera réparé et qui permettra à une dame âgée de continuer à sortir faire ses courses. L'été, ce sont des poubelles qui ne déborderont pas et dans lesquelles les étudiants pourront laisser leurs emballages de pique-nique. C'est la rampe d'accès qui permettra à une personne en fauteuil roulant d'entrer dans la bibliothèque municipale. C'est le trottoir sanctuarisé sur lequel l'assistante maternelle pourra avancer avec sa poussette double sans aucune difficulté. C'est le petit toboggan autour duquel se retrouveront tous les enfants du quartier, comme l'ont demandé des habitants du 18e arrondissement. Mon objectif, c'est que vous ne voyez même pas les problèmes que nous aurons à régler parce qu'ils auront été réglés avant de devenir des problèmes. Ce que Madame Hidalgo n'a pas fait depuis 20 ans, elle ne va pas le faire aujourd'hui. Elle ne le fera pas plus demain. L'unique objectif de mes mesures, c'est que vous retrouveriez dans mon projet, et l'unique objectif, c'est de changer Paris. Une majorité de Parisiens veut le changement. Ils veulent tourner la page Hidalgo et voir la différence. Alors, finalement, il n'y a qu'un seul engagement qui vaille. Je changerai Paris. Et ce changement, les Parisiens le verront dès le début de mon mandat. Je vois trop de Parisiens tous les jours qui me disent « on ne vote plus, ça ne sert à rien ». Je leur dis « votez ». Mais j'ai conscience de la responsabilité qui sera la mienne, redonner sens à leur vote en tenant mes engagements. Je les tiendrai tous avec le volontarisme et la pugnacité et la détermination que vous me connaissez. Je vous remercie.
Alors, vous avez tous eu le projet. Je suis à vos dispositions pour des questions. Tout est clair. Donc, votez. Et votez pour nous. Oui. Moi, je vais vous dire, et on se connaît assez pour s'être revus dans de nombreux déplacements. Être maire, ça ne s'improvise pas. C'est un engagement au long cours. C'est un parcours, une expérience. L'expérience de l'autorité, l'expérience de la décision, l'expérience de la proximité. La proximité, ce n'est pas d'être aimable. La proximité, c'est l'écoute. C'est d'être le plus proche du terrain, le plus proche des Parisiens, de répondre à leurs préoccupations, d'anticiper leurs difficultés. C'est ça la proximité. Moi, j'ai l'expérience comme maire du 7e arrondissement. J'ai l'expérience comme magistrat. Ça, c'est un métier de proximité. J'ai vu les enjeux, j'ai vu les difficultés. Comme magistrat, en ayant une politique pénale à appliquer, comme garde des Sceaux, comme je vous le disais tout à l'heure, à se préoccuper des auteurs et pas se préoccuper des victimes. Et comme maire, j'ai un bilan à la mairie du 7e, sur la concertation, sur l'écoute. Je n'ai jamais eu aucun projet d'aménagement dans le 7e qui n'ait été contesté. Parce que j'ai consulté, j'ai même procédé à des votes sur certains aménagements. C'est ça l'expérience, c'est ça l'engagement. Et moi, je veux vous dire, s'improviser maire de Paris, c'est très dangereux. Et c'est même, on parlait tout à l'heure du vote des Parisiens, certains qui ne veulent plus voter. Je pense qu'on aggrave la défiance. Moi, je veux être dans la confiance vis-à-vis des Parisiens. C'est pour ça que le projet que j'ai proposé depuis très longtemps, depuis des mois, pour ne pas dire des années, il reçoit effectivement un satisfecit de la part de nombreux Parisiens. Oui. Madame Buzyn, allant sur les mêmes terrains que vous, si j'ose dire, avez-vous le sentiment qu'elle fait du copier-coller de votre campagne, selon Santard, comme vous le dites? Selon Santard, comme selon Santard. Moi, je pourrais vous faire la même réponse que je viens de faire. Moi, je vais vous dire, j'aime les gens, donc je les respecte. Et quand ils ont des difficultés, il faut pouvoir leur apporter une solution. C'est le rôle du maire. Pourquoi j'ai fait le choix de la mairie du 7e plutôt que le choix du mandat de député européen? Parce que ce mandat, de l'accessibilité, de la proximité, de la solution, c'est ce qui me convient. Et je peux vous dire, moi j'ai été... c'est pour ça que je ne veux pas l'accabler. Construire un projet, c'est pas comme l'apprendre. Je suis la seule alternative à Madame Hidalgo, parce que, évidemment, j'attaque pas la personne, j'attaque le bilan. Et depuis des mois, tout ce que j'ai pu constater, il n'a pas été contesté. Tout ce que j'ai pu proposer n'a pas été remis en cause. Donc ça veut dire quelque chose. Que ce soit sur le logement social, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'état des voiries, que ce soit effectivement cette anarchie, la mobilité, mais aussi dans les chantiers. Je ne crois pas que vous-même, vous puissiez contester un tel constat. Mais le constat, c'est bien. Le projet, c'est encore mieux. Les solutions, c'est encore mieux. C'est ce que nous faisons. J'ai une dernière question, après j'arrête de soliloquer, pardon pour mes collègues. Vous avez émis des propos sur les migrants qui ont fait polémique, pardonnez-moi, j'aime pas l'expression, ces derniers temps. Vous assumez cette campagne très à droite? Moi, je vais vous dire, ça veut dire quoi, campagne très à droite? Je vous pose la question. Non, mais moi, j'aime bien quand on me pose une question, qu'on me donne le sens de la question. Alors, campagne très à droite, ça veut dire quoi? Et je vous réponds. Ça veut dire plus à droite qu'Anne Hidalgo? Donc, ça veut dire quoi? Forcément, par définition. Mais ça veut dire quoi, plus à droite? Moi, vous savez, moi, je ne me suis jamais défilée. Donc, vous me dites ce que ça veut dire plus à droite ou très à droite. Je vois ce que vous voulez dire, mais je préfère que vous le formalisiez. Est-ce que c'est le retour d'un clivage droite-gauche à Paris? C'est une réalité. Moi, je pense que la droite existe, que la gauche existe. Enfin, il existe. Plus de militants, moins d'élus, plus de socle de valeurs. Nous, on a des valeurs, on a un socle, on a des militants, on a des élus. Et d'ailleurs, qui sont incarnés aujourd'hui autour de moi. Donc votre question, je ne la comprends pas. Mais si vous voulez que je vous redise les propos que j'ai pu tenir, je peux. Mais
C'est pour ça. Vous n'avez pas pu repréciser votre question, donc ça veut dire que vous ne savez pas vous-même ce que vous vouliez dire. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit effectivement deux choses. Les migrants, moi je ne connais pas quelqu'un qui fuit son pays s'il n'y a pas une difficulté ou par plaisir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je leur ai dit encore ce matin, j'ai dit le droit d'asile, c'est l'honneur de la France. Mes propos n'ont pas attaqué les migrants. Ils attaquent la méthode. Parce que je veux vous dire, pour que tout se passe bien, une politique migratoire, ça s'organise, ça se gère, ça se cadre, ça s'anticipe. Également vis-à-vis des populations et des citoyens. J'ai été parlementaire européen, j'étais en charge de ces questions. J'étais en charge de quoi? D'une harmonisation que tout le monde souhaite. Que tout le monde. Ça, il n'y a pas un clivage plus droite, plus gauche, en haut, rien. Tout le monde souhaite une harmonisation de la politique d'immigration. Et on souhaite une coordination des États membres. Qu'ai-je dit? J'ai dit simplement que quand vous avez un chef d'État qui unilatéralement ouvre des frontières, notamment Schengen, tout le monde est impacté. Et donc, forcément, il y a un risque de tension. Est-ce que c'est polémique? Est-ce que c'est fâcheux? Est-ce que c'est plus droite? Est-ce que c'est plus gauche? Le Parlement européen était unanime pour pouvoir harmoniser une politique d'immigration, notamment les législations, pour une meilleure maîtrise des flux migratoires. Mais madame, moi je vous invite à aller voir comment ça se passe. Parce que quand on accueille des migrants, on ne les laisse pas livrer à eux-mêmes. Parce que je veux vous dire, ce qui moi me fait de la peine, et je les rencontre tous les jours, les mineurs étrangers errants, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont... Venez avec moi, madame, avenue Max Dormois, vers la porte de la Chapelle, des mineurs totalement abandonnés à leur sort, sous drogue, sous colle, pris en charge par des réseaux de proxénètes, 4 € la passe. Ça se passe aujourd'hui dans le centre de Paris. Faut taire cela? Ces migrants et ces jeunes en sont victimes. Les riverains et les Parisiens sont aussi des victimes de cela. Donc l'inconséquence de certaines déclarations ou de la non-préparation, tout le monde le subit. Moi, je suis responsable et donc je le dis. Donc si vous trouvez que c'est très choquant, dites-le moi et je veux encore repréciser. Donc tout va bien. Voilà. Alors d'abord, monsieur, quand... Mais attendez, très bien, bravo. Vous avez les bons éléments de langage, donc je vais vous répondre. Oui, ben moi je vais vous répondre. En 2015, Madame Merkel annonce l'ouverture unilatéralement des frontières Schengen pour un accueil massif de migrants. Il y en avait plus d'1 million qui sont arrivés. La population allemande n'a pas été préparée. Il y a eu des tensions. Quand c'est pas préparé, quand c'est pas géré, quand c'est pas anticipé, forcément, ça génère des tensions. Ça, c'est une réalité. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Madame Hidalgo, à ce moment-là, dit... Madame Merkel, ce qu'elle a fait est très bien. Je vais faire la même chose. J'appelle à un accueil massif de migrants et de réfugiés. Elle les accueillit où, monsieur? Je voudrais juste que vous me disiez où. Voilà. Donc c'est digne? Est-ce que c'est digne? Non, mais déjà... Non, ben, premier constat, monsieur, je ne fais pas d'appel quand j'ai pas les moyens. Je ne fais pas une politique au détriment des gens. Monsieur, je sais ce que c'est pour ces migrants d'arriver dans notre pays ou dans d'autres pays. Vous savez ce que leur périple pour la plupart. Donc ça ben, c'est pour ça que je vous le dis, monsieur. Ben, si vous l'avez filmé, vous avez vu. Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est indigne? Et donc, si elle n'avait pas procédé à cet appel, parce qu'il y a eu plus de 3000 migrants errants dans Paris, pas pris en charge, errants dans Paris, qui en subit les conséquences, tout le monde. Et donc, ça, c'est une compétence, puisqu'elle a souhaité les accueillir, il fallait avoir une mise à disposition. La mairie de Berlin, j'y suis allée. Berlin, quand il y a eu cet accueil, ils ont mis à disposition des équipements publics, des gymnases, des centres sociaux. Ils ont anticipé l'accueil. La mairie de Paris ne l'a pas fait. Non, parce que moi, je veux vous dire, je ne ferai pas d'appel. Je ne ferai pas d'appel. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, quand il y a eu les démantèlements de Caen, Porte de la Chapelle, ils sont allés où? Porte d'Aubervilliers. Quand il y a eu le démantèlement Porte d'Aubervilliers, ils sont revenus Porte d'Aubervilliers. Et j'y étais. Donc, ben c'est déjà... Mais monsieur, c'est déjà... Oui, mais il n'y en avait pas... Non, monsieur, il n'y en avait pas 3000. Si ceux qui, effectivement, comme vous dites, qui viennent sans... Vous savez, la France, il n'y a pas d'immigration zéro en France. Et donc, elle a accueilli et elle accueille encore.
Mais vous le faites avec un cadre, vous ne le faites pas n'importe comment. Et aujourd'hui, ce que je vois, Porte de la Villette, Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers, c'est les conséquences de son inconséquence. Et moi, dans ce cas-là, je ne fais pas d'appel. Et quand vous dites, quand on en accueille, c'est gérer, anticiper. Moi, je connais de nombreuses villes de France qui accueillent des migrants. C'est anticiper. Il y a des lieux, il y a effectivement un hébergement, il y a effectivement éventuellement un emploi qui peut s'ouvrir pour eux. Des formations qu'on offre, par exemple, à des mineurs. C'est possible, mais il faut bien l'anticiper. Nous sommes des responsables politiques vis-à-vis des administrés. Ça n'est pas que des citoyens. C'est pas, on n'appelle pas comme ça de manière irresponsable. Moi, je vais vous dire, dans mon arrondissement, j'ai pu voir. Mais quand vous avez des écoles aussi qui accueillent souvent des enfants de migrants, les enseignants le disent eux-mêmes. Nous ne sommes pas formés parce qu'il y a des enseignants qui sont formés, spécialisés pour, évidemment, prendre en charge ce type d'enfants. Mais quand on le fait n'importe comment, tout le monde en paye les conséquences. Et moi, je ne souhaite pas cette ville qui est déjà, franchement, il y a beaucoup de tensions dans cette ville. Je ne veux pas rajouter de la tension à la tension. Donc je suis responsable, je ne fais pas d'appel. Et quand effectivement je dois en accueillir, je prends les mesures pour que l'accueil se fasse dans les meilleures conditions. Voilà. Mais monsieur, comme ça existe toujours, il peut y avoir un hébergement, il y a des prises en charge avec des associations. Vous savez, France Terre d'Asile, je vous renvoie à 2003-2004. Vous vous souvenez du squat de Cachan ? C'est moi qui l'ai géré avec l'association France Terre d'Asile et le maire de Cachan, Jean-Yves Le Bouillonnec. Je vous invite à leur demander comment ça s'est passé et comment je me suis comportée, quelles sont les solutions que nous avons apportées. Voilà. Je vais vous dire, d'abord, il n'habite pas Paris. Voilà. Voilà. S'il y a d'autres questions. César Armand, la Tribune, vous promettez la transparence sur l'utilisation des deniers publics. Quelle sera votre méthode pour ramener la dette à zéro comme vous l'avez Alors, comme vous le savez, j'ai effectivement donné une interview en ce sens. Moi, je vous renvoie à un rapport de la Cour des comptes, qui date, je crois, de 2016, qui dit que les comptes ne sont pas sincères, que les comptes de la ville de Paris sont insincères. Donc, vous pourrez, effectivement, vous savez, moi, j'ai dirigé des organismes, et c'est pour ça que la méthode que je donne aujourd'hui, c'est une méthode que j'ai déjà appliquée. Donc, comment on réduit une dette ? On réduit une dette soit par une décession d'actifs des actifs qui n'ont pas lieu d'être dans le patrimoine, soit effectivement on réduit par exemple les dépenses de fonctionnement, y compris certaines dépenses d'investissement, parce que par définition, si on fait un investissement, on peut imaginer qu'il soit rentable. La mairie de Paris, quand elle fait des dépenses d'investissement, il n'y en a pas beaucoup qui sont rentables. Donc déjà, on peut revoir la politique d'investissement, la politique, les dépenses de fonctionnement, et revoir les cessions d'actifs. Dans ce rapport de la Cour des comptes, parce que ce n'est pas exhaustif, on n'arrive pas à savoir, il y a déjà un actif immobilier évalué dans ce rapport à 23 milliards d'euros, et le rapport lui-même dit que ces actifs n'ont pas à être dans le patrimoine d'une ville comme Paris pour une ville de taille comparable. Donc on peut faire une cession d'actifs assez importante. Donc pour diminuer une dette, d'abord, c'est toujours une tendance, et vous pouvez la ramener à zéro en cédant des actifs, en revoyant les dépenses de fonctionnement, mais y compris, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle vraiment, c'est les marchés publics. Aucun marché public, pour l'essentiel, n'a été exécuté dans le montant initial. Il y a toujours eu des avenants supplémentaires pour augmenter le montant du marché. Sans compter tous les contentieux qui existent aujourd'hui, qui sont en cours. La Philharmonie, centaines de millions d'euros en cours de contentieux. Je ne sais pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont provisionnés? Est-ce qu'ils sont inscrits? Donc, il faudra effectivement refaire un audit dès notre élection, un audit avec un organisme indépendant pour avoir de la transparence. Et de la même manière, sur ces derniers mois, sur cette dernière année, beaucoup de dépenses ont été annoncées, pour ne pas dire votées, dont on ne mesure pas les conséquences en termes de dette pour les Parisiens. Donc il faudra revoir tout ça aussi. Il y a, par exemple, des nouveaux aménagements, de lourds aménagements qui ont été actés et pour lesquels, aujourd'hui, le financement peut poser problème. Oui. C'est-à-dire demain, oui, c'est prévu qu'on ait un déjeuner avec Agnès Evren et moi et Nicolas Sarkozy. Non, c'est pas demain, mais je vous le dirai. Mais nous avons prévu, il y a un déjeuner qui est programmé pour nous trois.
On voit des choses, mais demain, j'ai même pas en tête mon agenda, je sais même plus quel jour on est, donc parce qu'en ce moment, oui, il y a François Barouin qui vient demain dans le 11e, comme il viendra d'ailleurs chez Agnès Evren. Voilà. Mais voilà. Donc oui, on se voit, on se parle. Il y a des choses qui se font. Donc, mais comme j'ai dit, moi, je prends pas de cours particuliers et je ne suis pas sous tutelle. Voilà. Moi, et sous tuteur. Voilà. Mais que Nicolas Sarkozy, pour moi, c'est un honneur qu'il soit présent à notre meeting du 9 mars et à la salle Gaveau. Pour nous, ça a un sens. Et que l'ensemble, que ce soit Gérard Larcher, Bruno Retailleau, l'ensemble de la droite et du centre, et Hervé Morin, tout le monde sera là pour ce grand meeting. Je trouve que c'est important et c'est un honneur qui nous est fait à nous tous pour ce grand meeting politique. Oui. D'abord, si on mettait un peu fin à l'anarchie de la mobilité, ça serait bien. Si déjà chacun circulait dans son couloir et que ce soit respecté, c'est quand même un bon début. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous n'avez personne qui fasse respecter les règles sur le trottoir, dans le couloir de vélo ou vis-à-vis des automobilistes. Donc, moi, je souhaite effectivement que les trottoirs soient sanctuarisés pour les piétons. Et que les vélos, pareil. Et que les trottinettes, la police municipale servira à ça. Pour lutter contre toutes les formes de délinquance, y compris des incivilités. Madame Hidalgo a un projet de transformation du périphérique, donc en boulevard avec des feux. Avec des arbres. Voilà, la possibilité que les piétons traversent le périphérique. Quel est votre projet? On oublie une chose, Paris c'est 102 km², Londres c'est 1200, Berlin c'est 900. Alors, on veut enfermer définitivement Paris? Vous savez, vous avez 330 000 Parisiens qui sortent de Paris, qui quittent Paris tous les jours pour aller travailler en dehors de Paris. Il y en a 970 000 qui viennent travailler dans Paris pour rendre des services aux Parisiens. On tue tout. Non mais moi je veux bien. Moi je veux bien avoir des parcs partout. Je veux bien. Mais on tue Paris. On ne travaille plus, on ne vit plus. Madame Hidalgo a une politique de segment de vie. Il faut être jeune et bien portant. Avant, ça ne le fait pas. Après, ça ne le fait pas non plus. Et puis, jeune et bien portant, ça ne dure pas longtemps pour certains. Donc, à un moment donné, il faut aussi être sérieux. Paris est une capitale économique. C'est une vie dans laquelle on vit, dans laquelle on travaille, dans laquelle il y a une richesse et qui est aussi en lien avec un extérieur. Mais c'est vrai que Mme Hidalgo n'a jamais parlé aux maires de la Petite Couronne. Moi, je suis allée les rencontrer, notamment pour parler du bois de Vincennes avec Valérie Montandon, parce que c'est un sujet, le bois de Vincennes. Elle n'y est jamais allée. Elle ne leur parle pas. Moi, je n'abandonne pas les Parisiens en fonction du lieu. Et donc, fermer encore plus Paris, je pense que ce n'est pas réaliste. Sauf si on veut que Paris décline définitivement. C'est pour ça que j'appelle à un sursaut. Bon. Merci.